Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des dépenses déductibles pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Alors c'est le deuxième volet d'une vidéo que j'ai faite sur l'impôt sur les sociétés, donc on vous mettra le lien pour aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Donc cette vidéo bien sûr elle est valable pour les activités de marchand de biens dans lesquelles nous nous spécialisons à la MDB Academy, mais quelle que soit la société que vous avez, garagiste ou boulanger, eh bien ça fonctionne puisque le principe globalement il est à peu près le même. Pour rappel, on calcule globalement l'IS d'une société de la manière suivante. Donc d'abord, on a le résultat en soustrayant CA et dépenses déductibles. Aujourd'hui, on va vraiment parler de ça. Le CA étant la somme de toutes les recettes que vous avez réalisées au cours de l'année. Et à partir du moment où on a le résultat, comme vous le savez, on se retrouve avec un IS, impôt sur les sociétés, qui est de 15% jusqu'à 42 500 € de résultats positifs et qui est de 25% au-delà, pour tout ce qui est au-delà de 42 500. Et donc, bon, calculer son chiffre d'affaires, c'est relativement simple puisque c'est la somme de toutes ces recettes. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des dépenses déductibles, puisque là, il y a toujours pas mal de sujets, pas mal de questions. Qu'est-ce qui peut compter, qu'est-ce qui peut être considéré comme une dépense déductible? Donc c'est vraiment le sujet dont on va parler dans cette vidéo. Alors encore une fois, nous, ici à la MDB Academy, on est spécialisé dans les activités de marchand de biens immobiliers, mais quelle que soit votre activité, le principe est valable et les conseils sont bons. Donc dans l'esprit, une dépense déductible, c'est tout ce qui va pouvoir contribuer en fait à l'activité économique de votre société. Donc tout ce qui a trait en fait à l'activité de votre société va pouvoir compter, va pouvoir être considéré comme une dépense déductible aux yeux de l'administration fiscale. Donc déjà, on a la rémunération du dirigeant. C'est-à-dire que si vous versez des salaires, que vous soyez d'ailleurs TNS ou assimilé salarié, c'est-à-dire là vous êtes en SARL et là vous êtes en SAS. Le dirigeant, je rappelle qu'il est travailleur non salarié dans une SARL et assimilé salarié dans une SAS. Quelle que soit en fait l'option que vous choisirez, eh bien vos rémunérations, enfin la rémunération du dirigeant, elle sera considérée comme une dépense déductible. Et ça c'est bien logique puisqu'au final, vous n'êtes pas là en fait pour enfiler des perles, vous n'êtes pas entré là parce qu'il y a de la lumière, vous êtes là où votre travail il est fait pour faire vivre votre société, pour participer à son développement économique, donc c'est bien naturel que la rémunération du dirigeant soit considérée comme une dépense déductible. Après, tout salaire, si par exemple vous voulez employer des personnes, qui entrent dans votre société, dès que vous versez du salaire, c'est considéré comme une dépense déductible dans la mesure où en fait ça contribue encore une fois à l'activité économique de votre société. Donc là j'ai parlé de salaire, mais il peut y avoir aussi tout type de sous-traitance. C'est-à-dire parce que vous pouvez très bien sous-traiter certaines tâches sans pour autant avoir des salariés. Et d'ailleurs dans l'activité de marchand, ce sera le cas pendant de longues années. C'est-à-dire que vous allez pouvoir clairement sous-traiter énormément de missions, énormément de tâches sans salarier des gens, sans employer des gens. Je pense aux géomètres, bien sûr aux artisans, à toutes les personnes en fait qui vont graviter autour de votre activité. Je sais pas, des personnes dans le bureau d'expertise comptable qui vont faire le tri dans vos papiers, tout ce genre de choses. Ça c'est de la sous-traitance. C'est des gens qui vont réaliser des tâches pour vous, qui pour autant ne sont pas salariés. Toute sous-traitance, peut passer comme dépense déductible dès lors, bien entendu, qu'elle est liée à l'activité économique de votre société. Et après, je vais parler de tout ce qui est un petit peu border, et là, les questions qui commencent à se poser de « Ah tiens, est-ce que j'ai le droit de faire ceci, cela ?» sur le compte de la société, on va en parler dans un instant, donc patience. Ensuite, il va y avoir, sur les opérations immobilières, les frais d'acquisition, qui sont communément appelés frais de notaire. Et les frais d'acquisition, ça compte. En fait, c'est des frais, vous n'êtes pas là, vous les déboursez pas par plaisir, loin s'en faut, mais vous les déboursez dans le cadre d'une acquisition immobilière qui va servir l'activité de votre entreprise, donc c'est tout à fait déductible. Ensuite, il y a tous les matériaux de construction. Matériaux de construction, si vous réalisez une opération dans laquelle il y a de la rénovation, par exemple, tous les matériaux que vous allez acheter, c'est une dépense déductible. Alors pour ce qui concerne le matériel type, je sais pas, perceuse ou des trucs comme ça, on va en parler dans un instant puisque c'est un petit peu particulier, ça va être considéré plus comme un investissement qu'une dépense par l'administration fiscale et je vais y revenir. Mais si vous achetez, je sais pas, du placo ou de l'isolant ou un Velux que vous allez poser en toiture, ça compte tout à fait comme une dépense qui sera déductible sur l'exercice fiscal dans lequel vous allez faire l'acquisition et l'achat de matériaux. Ensuite, il y a tous les frais bancaires qui sont liés aux opérations. Et là, Dieu bénisse,
il y en a pas mal, hein, les frais bancaires dans les opérations de marchand de biens, ils sont assez élevés, et vous allez bien entendu pouvoir les déduire. Ça, c'est quand même une bonne chose, et c'est un lot de consolation. Ensuite, tout ce qui est lié à téléphone, abonnement internet, ça peut être considéré comme une dépense déductible, puisque vous avez absolument besoin dans votre activité d'un téléphone, d'un abonnement téléphone, d'un abonnement internet. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire passer sur le compte de la société. Alors théoriquement, il faudrait faire un prorata de l'utilisation que vous en faites à titre personnel, etc. Mais les dépenses sont tellement négligeables qu'à mon avis, c'est pas là-dessus que vous serez trop inquiété par l'administration fiscale. Ensuite, il y a tout ce qui est petit matériel. Tout le petit matériel dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Je sais pas, il peut y avoir un télémètre laser, par exemple, ça coûte 30 balles. Ça fait partie des trucs que vous pouvez acheter dans votre activité. Une imprimante, du papier pour l'imprimante, des cartouches d'encre, des trucs, je sais pas, une clé USB. Tous les trucs en fait dont vous pouvez, tous les petits machins dont vous pouvez avoir besoin. J'ai rien trouvé mieux que le mot machin pour décrire ça. Bref, tous les petits objets ou tous les petits consommables parfois dont vous pouvez avoir besoin pour le quotidien en fait de votre activité, ça passe en dépenses déductibles également. Ensuite, les logiciels. Ça, vous allez avoir besoin de pas mal de logiciels. Et d'ailleurs, petit conseil que je vous donne, c'est d'acheter un logiciel qui vous permette de faire de l'édition de PDF, édition et signature PDF. Alors ça va vous coûter, il y en a quelques-uns qui coûtent, je crois 100 balles, un truc comme ça. Franchement, c'est le truc que vous allez rentabiliser à mort, faites-le. Bref, il y a plusieurs logiciels, des versions pro de certains logiciels, je sais pas, je pense à SketchUp, Cozy Casa, HomeBuyMe, des trucs comme ça. Vous allez vite en avoir besoin. En tout cas, ça va vite vous faire gagner un temps considérable. Et donc, ça, vous allez probablement prendre des abonnements professionnels. Et ça passe comme une dépense déductible. Ensuite, comme vous avez une activité commerciale en tant que marchand de biens, il y a tous les frais de déplacement. C'est valable si vous avez une activité commerciale qui n'est pas dans l'immobilier. Quand je dis frais de déplacement, c'est péage, parking, hôtel, resto, tous ces trucs-là. Alors bien sûr, là encore une fois, l'idée c'est pas de se dire qu'on va se payer un 5 étoiles avec sa compagne à 300 km de là où on a son activité économique et qu'on va le faire passer, et sur un week-end de préférence, et qu'on va le faire passer sur l'activité de la société. Ça s'appelle un abus de bien social. Là, je parle de frais d'hôtel qui sont liés à l'activité. Si par exemple vous faites une opération qui a 150 bornes de chez vous, 200 bornes de chez vous, qu'il faut suivre le chantier et que vous avez besoin d'y être, je sais pas, pendant une semaine, plusieurs jours, vous pouvez très bien faire passer les frais d'hôtel sur le compte de la société. De même, les frais de restaurant, non seulement quand vous êtes en déplacement, mais aussi quand vous voulez inviter des partenaires, je sais pas, votre notaire, votre banquier, vos trucs, les agents immobiliers, vous voulez inviter des partenaires, vous avez tout à fait le droit de le faire avec le compte de la société. Ensuite, il y a tout ce qui est cadeau pour les clients et les partenaires. Donc, je mets cadeau client / partenaire, puisque l'idée, parfois, c'est Noël, c'est les anniversaires, c'est les trucs, on va vouloir envoyer des cadeaux pour que les gens se rappellent de nous, pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour notre société durant cette année. Et donc, là, on peut envoyer bouteilles de vin, chocolat, machin truc, champagne, je ne sais quoi. Et ça peut tout à fait bien passer sur le compte de la société. Là, encore une fois, il faudra être capable, si un jour vous êtes contrôlé, de pouvoir justifier, de dire oui, telle dépense, ça a été donné à telle personne qui a eu telle contribution à l'activité de ma société. Et enfin, alors, j'en aurais peut-être oublié, j'ai essayé de vous mettre le principal ici, mais il y a tout ce qui est frais de formation. Ah, on y vient, il est malin le petit. Oui, effectivement, nous autres, à la MDB Academy, vendons des formations, c'est tout à fait exact. Mais sachez que je suis également un gros consommateur de formations, et toutes les formations que vous achetez, sont déductibles. Pour moi, le jour où je suis passé de la micro-entreprise à la société soumise à l'IS, j'ai commencé à faire comme ça au niveau formation. Puisque comme vous le savez certainement, en micro-entreprise, on ne déduit pas ses frais, on a un abattement forfaitaire. Mais là, par contre, après, quand je suis passé à l'IS et que les formations, elles pouvaient être déduites, là, mon gars, ça a été open bar, pam, vas-y, envoie les formations. J'adore ça, je suis gros consommateur de formations. Sachez bien sûr que ça passe comme une dépense déductible et que en plus, petit cadeau, donc peut-être que cette vidéo vous aura fait gagner un peu d'argent, je l'espère, j'essaie toujours de faire gagner un peu de pognon, vous avez droit au crédit d'impôt. Crédit d'impôt pour la formation du dirigeant. Et donc là, vous avez droit en gros à 20 heures par an. Ah, par contre, ça plafonne, c'est de la formation pas chère. Et à 20 € par heure. Donc ça veut dire que en gros, si vous avez suivi une formation d'une vingtaine d'heures, vous aurez droit à 400 € de crédit d'impôt, c'est le plafond. Vous aurez droit à 400 € de crédit d'impôt que vous pourrez récupérer. Et ça, c'est toujours ça de gratter. Et encore une fois, c'est toujours mieux dans votre poche que dans celle du fisc, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va parler du sujet des
des questions qu'on peut se poser, et notamment de toutes les dépenses qui sont borderline. C'est-à-dire la dépense où vous dites, est-ce que j'ai bien le droit de la faire, etc. Alors, il faut se poser la question du montant. Déjà, parce que si c'est des petits montants, c'est 10 balles, machin, l'administration fiscale ne viendra pas vous chercher dans le cas d'un contrôle sur 10 balles. Peut-être que vraiment, alors si vraiment ils ont la dalle, peut-être, mais en tout cas, en général, ils vont aller chercher des dépenses, des abus qui sont plus significatifs et ils vont pas se pencher sur des dépenses des trucs de parking à 3 balles, quoi, en gros. Mais si vous vous interrogez sur la légitimité de telle ou telle dépense, c'est-à-dire est-ce que c'est une dépense déductible ou est-ce que c'est clairement de l'abus de bien social ce qui est en train de se produire, eh bien, demandez-vous si ça va dans l'intérêt de votre société. Si ça va dans l'intérêt de votre société, c'est une dépense déductible. Il faut juste toujours qu'il y ait une histoire à raconter. C'est-à-dire que si un jour vous êtes contrôlé, il y a telle dépense, oh bah tiens, le contrôleur fiscal vient et dit, bah, monsieur le marchand de biens, je vois que vous avez dépensé 1500 € à Euro Disney, telle date, pour 3 personnes, mais de quoi s'agit-il? C'est direct, c'est un truc un peu suspect. Donc c'est sûr que si vous y allez avec votre famille, bah, c'est de l'abus de bien social. Par contre, si vous dites oui, effectivement, moi j'ai invité des partenaires ou j'ai offert ça à un apporteur d'affaires qui m'a apporté tel dossier, là ça passera comme une dépense déductible. Et de manière générale, une bonne règle que je peux vous donner si vous vous interrogez sur la légitimité de telle ou telle dépense, c'est que si, quand vous la faites, vous savez que c'est un abus de bien social, c'est que c'est probablement un abus de bien social et donc que c'est répréhensible par la loi, et donc je vous invite à ne pas le faire parce que c'est très vilain. Je voudrais aborder maintenant un autre sujet qui est important et que parfois les personnes qui débutent laissent un petit peu passer au travers, et c'est la notion d'amortissement face aux charges. Alors, une charge, c'est quelque chose qui est considéré encore une fois comme une dépense déductible qui est affectée à l'exercice dont on est en train de parler. Donc là, charge, c'est, je sais pas, j'ai acheté, je suis allé sur une opération, j'ai acheté une boîte de vis parce que le plaquiste avait besoin d'une boîte de vis, ça va dans cette opération-là, ça va sur cet exercice-là, hop, ça passe en charge. J'ai payé un prestataire, j'ai payé le géomètre, par exemple, pour me faire des relevés sur tel truc, c'est une charge, bim, et en fait, c'est déduit tout le montant, donc on prend tout le montant, et on va le déduire du chiffre d'affaires, et donc ça va direct aller se défalquer du résultat qui sera imposable. En revanche, il y a certaines dépenses qui sont considérées comme des investissements. Des investissements que vous allez amortir sur plusieurs années. De quoi s'agit-il? Là, il s'agit de tous les achats de matériel pour lesquels l'administration fiscale va considérer que, en fait, c'est des dépenses qui sont un peu élevées, donc en général supérieures à 500 €. Et là, l'administration fiscale va se dire, non mais en fait, ça, c'est pas un truc dont tu vas te servir juste sur cet exercice fiscal ou juste sur cette opération, tu vas l'amortir. De quoi on parle? Par exemple, un téléphone qui coûte plus de 500 balles, et aujourd'hui il y en a pas mal. Vous avez acheté un téléphone, vous avez acheté un ordinateur portable, tout ça, ça passe en amortissement. Vous achetez une bagnole avec la société, c'est pas vous vous dites, ah tiens, j'ai réalisé 30 000 € de résultats, 30 000 € de bénéfices cette année, mais en gros, j'ai pas envie de payer d'impôts, donc je vais m'acheter une voiture à 30 000. Non, ça marche pas comme ça, puisque les différents équipements qui vont être considérés comme des investissements par l'administration fiscale vont s'amortir sur plusieurs années. Donc pour prendre l'exemple de l'ordinateur portable, je pense que ça c'est des trucs qui s'amortissent par exemple sur 3 ans. Donc si vous avez acheté un ordinateur portable à 1500 €, vous n'allez pas pouvoir déduire 1500 € sur l'exercice fiscal N. Mais on va dire vous avez l'exercice N, mais l'exercice N plus 1 et l'exercice N plus 2. Parce que ça s'amortit sur 3 ans. Et donc on va diviser par 3 ce truc-là, ça va nous donner 500 balles, 500 €. Et donc sur cette année, vous allez pouvoir défalquer 500 €, N plus 1, 500 € et N plus 2, 500 €. Et il en est de même pour toutes les autres dépenses. Donc il y a par exemple les véhicules, je crois que c'est sur 7 ans. Et bref, tous les trucs qui vont être considérés en fait comme des choses qui passent en amortissement puisqu'elles seront considérées comme des investissements par l'administration fiscale. Maintenant, je voudrais parler d'un autre sujet là qui concerne vraiment les marchands de biens. C'est le sujet du stock versus charge. Parce que là, il y a pas mal de gens qui me disent, de marchands de biens, qui me disent « Ah tiens, mais en fait, si par exemple une année donnée, je réalise 100 000 €, je sais que je vais réaliser 100 000 € de marge. Moi, ce qu'il suffit de faire, c'est d'acheter un bien à 200 000 €, et comme ça, en fait, je serai à zéro, et j'aurai pas d'impôt à payer. » Non, ça marche pas comme ça, mes petits loups. Pourquoi? Parce que un bien IMO n'est considéré comme une charge qu'à partir du moment où l'opération, elle est finalisée. Donc ça, c'est finalisation, à partir du moment où vous encaissez l'argent. Tant que l'opération n'est pas réalisée, eh bien, c'est du stock.
Et donc là, vous vous disiez, ah chouette, je dépense 200 000 euros, donc je me retrouve à zéro. Bah en fait, ce qui va se passer, c'est que non, ça va pas du tout passer en charge, ça va passer en stock. Et la seule chose qui risque de se produire, c'est que ça, ce qui soit à zéro, c'est votre trésor. Et donc, il faut bien faire attention à toutes ces notions-là et à pas vous dire que vous allez réaliser une dépense pour pouvoir annuler l'impôt que vous allez payer sur une certaine année. Non, il faut faire attention puisqu'il y a des dépenses qui vont être considérées comme des amortis, qui vont passer en amortissement. Et il y a des dépenses qui vont passer en stock. Donc il faut que vous vous méfiez parce que si vous claquez le pognon en vous disant, vous claquez la trésor en vous disant ah ouais ça va être chouette, je vais pas payer d'impôts, mais qu'au final vous vous retrouvez avec une trésorerie à vide, ben le jour où les impôts ils vont venir vous réclamer l'IS de cet exercice fiscal, vous allez être bien embêté. Si vous souhaitez créer une entreprise de marchand de biens, que vous voulez développer une activité, trouver vos premières opérations et pouvoir vous faire financer, je vous invite à participer à une de nos formations, enfin à notre formation MDB Pro, qui est une formation très structurée justement et qui va vous aider sur tous ces sujets de création de société, trouver une première opération et vous faire financer. Comme ça vous apportera tout le contenu dont vous avez besoin pour pouvoir lancer votre activité de marchand de biens. En ce qui concerne la fiscalité, c'est important d'avoir une bonne culture un petit peu sur ces sujets, mais une bonne culture générale. Maintenant, vous n'avez pas besoin de devenir des as de la fiscalité, quelle que soit votre activité, à moins que votre activité ne soit celle d'expert comptable. Auquel cas, là oui, il faut que vous soyez calé en fiscalité. Mais si vous êtes marchand de biens, si vous êtes garagiste, si vous êtes boulanger, si vous êtes restaurateur, il faut que vous ayez des notions de tous ces sujets-là. Pour autant, vous n'avez pas besoin de devenir des experts. Si vous voulez devenir marchand de biens, ce qui est important, c'est de savoir trouver des opérations, de savoir créer de la valeur, de savoir mener une opération, de savoir bien la gérer. C'est ça qui va faire que vous serez rémunéré. Ok, c'est pas votre connaissance des articles, machin truc du CGI. Moi, assez régulièrement, j'ai des personnes qui viennent, j'ai l'impression qu'elles veulent devenir experts comptables. Donc je les réoriente vers la bonne formation. Mais si vous voulez devenir marchand de biens, dites-vous que ce qu'il faut faire, c'est faire des visites, créer de la valeur, cogiter, etc. et résoudre des problèmes. Okay, c'est comme ça que vous serez rémunéré. C'est pas en devenant des as de la fiscalité. Donc, au boulot, il faut aller sur le terrain, il faut trouver des opérations. Et d'ailleurs, c'est valable quel que soit le domaine dans lequel vous allez entreprendre. Si vous êtes boulanger, votre rôle, c'est pas de comprendre les sujets d'IS, c'est de faire des super bonnes baguettes, des super bons croissants pour que les clients ils aient envie de venir chez vous. Donc, si vous êtes entrepreneur, vous êtes là pour résoudre des problèmes. Un entrepreneur, il crée de la valeur, il résout des problèmes. Donc, allez vous concentrer sur les tâches dans lesquelles vous excellez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo de fiscalité. C'est le cas, payez votre like. Si vous avez des questions, des choses qui n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je tâcherai d'y répondre dans les meilleurs délais. À la prochaine.